Et bonjour à tous pour ce petit webinaire qu'on va se faire aujourd'hui. Donc c'est un webinaire qui, pour moi, me tenait énormément à cœur. Alors, je vais retirer mon casque puisque j'en ai pas l'utilité. C'est un webinaire qui me tient énormément à cœur parce que donc je suis hypnothérapeute depuis plus de 10 ans, thérapeute depuis 15 ans et je fais des thérapies psychédéliques depuis à peu près 5 ans, 4-5 ans. Et, hem et énormément de personnes m'ont rapporté leurs expériences, autour d'abus d'abus sexuels, surtout en petite enfance. Et que ce soit avec les thérapies psychédéliques ou avec, l'hypnothérapie, il s'avère que, toutes les personnes que j'ai accompagnées qui ont eu des mémoires enfouies et qui ont émergé au cours des séances, étaient des souvenirs d'abus. Avec toutes les histoires que j'ai pu entendre, premièrement, j'étais quand même, choqué. Enfin, moi, j'ai eu la chance de passer à travers les mailles de ce filet qui est énorme et qui m'a fait découvrir un monde parallèle qui est monstrueux. Je pense que la majorité des gens ont été victimes d'abus, et de viols, en petite enfance et mmh voilà, enfin, moi, je trouve ça pas normal. Je trouve ça même contraire un peu à la loi de la nature. Donc c'est quand même quelque chose qui m'a beaucoup touché, qui m'a beaucoup concerné pour accompagner toutes ces personnes. Et donc voilà, je fais ce petit webinaire, pour partager mes expériences et pour, peut-être lever ce sujet, mettre en avant ce sujet parce que personne n'en parle, ou très peu, c'est quand même très, très tabou dans cette société qui se veut moderne et avancée et dans l'éveil, on parle très peu de cette situation d'abus, d'enfants alors que la majorité des gens en sont victimes et ça me paraît, aberrant. Donc voilà, thérapeute depuis 15 ans à peu près, hypnothérapeute depuis 10 ans à peu près. Je fais des thérapies psychédéliques depuis, 4-5 ans. Prenez en compte que, ce webinaire, ce n'est que mon point de vue, ce ne sont que mes expériences. Mon but, c'est pas de vous dire la vérité ou, telles que sont les choses, dans l'absolu. C'est juste mon petit point de vue à moi et rien de plus. Et voilà, le but de mon partage, c'est pas de vous faire croire des choses ou d'être d'accord avec moi, ou d'avoir raison. Le but, c'est de vous faire réfléchir, en fait. Donc toute personne qui regarde cette vidéo, c'est de réfléchir, et de se construire son point de vue, de se cultiver là-dessus, peut-être d'encourager, les autres ou soi-même à s'exprimer là-dessus aussi parce que l'air de rien, ça a un impact énorme. En fait, imaginez une majorité, honnêtement, je pense que, de mes expériences, au-delà de la thérapie, hein, je pense que, je pense que allez, on va dire 4 enfants sur 7 sont victimes de ça, de ces abus, en sachant que, de mes expériences, ce ne sont pas des inconnus ou très rarement, ce sont des proches. Donc imaginez, la conséquence, lorsque ces enfants deviennent adultes sur, leur rapport de confiance, avec, les gens qui sont proches d'eux, même leur, rapport à l'humain et leur rapport à la sexualité, même leur rapport à l'amour. Enfin tout ça est affecté, déformé et j'en parlerai au fur et à mesure dans ce webinaire, mais l'impact, au niveau économique, au niveau politique, au niveau religieux, au niveau, spirituel, social, il est monstrueux. Ça pourrit notre société. Ça peut paraître gros, ou peut-être exagéré, mais bon voilà, je vous partageais mon point de vue là-dessus et vous me direz enfin, vous ferez votre avis, hein. Donc au cours de ce webinaire, moi je suis quelqu'un qui n'aime pas le monologue, j'ai surtout l'habitude d'être en live avec des gens en face de moi
et donc d'interagir. Donc là, pour les personnes qui sont en live, posez-moi toutes les questions que vous désirez par écrit, je vous y répondrai avec plaisir. Prenez en compte que toutes ces questions que vous poserez, même si vous en connaissez peut-être déjà un peu la réponse, sachez qu'il y a beaucoup de gens qui probablement aimeraient connaître cette réponse. Donc n'hésitez pas. Ou qui n'ont jamais eu l'esprit de se poser ces questions-là. Donc prenez en compte que concernant les thérapies psychédéliques, en France, c'est illégal, totalement illégal, et donc je n'encourage pas l'illégalité. Le but, c'est d'éveiller les consciences sur le potentiel de ces thérapies-là. Me concernant, ce sont des thérapies que je pratique sur des terrains légaux, dans des pays qui sont autour de la France. Et, donc voilà, le but, c'est de faire avancer les choses, pas de rentrer en opposition avec un système, mais de le faire évoluer. Hum, donc, donc voilà, enfin, moi, je suis en train de regarder un peu mes notes. Donc, je voulais quand même parler de moi qui suis multiculturel. En fait, voilà, je suis d'origine tchèque. En ayant cette double culture vis-à-vis de la France, j'ai été très vite choqué en fait, du décalage qu'il pouvait y avoir culturellement vis-à-vis de la nudité, vis-à-vis de la sexualité, vis-à-vis des corps, vis-à-vis du désir, des pulsions et du sexe en soi, en fait, et du tabou et de la honte. Et du fait de refouler ou non ce que l'on peut ressentir ou avoir en nous. Donc moi, je viens d'une culture où c'est beaucoup moins le cas qu'en France. Donc j'ai toujours eu ce recul un peu perturbé de cette situation ici, perturbante, où il est très courant de ne pas s'assumer, de refouler, de cacher, de faire semblant. Et, et en étant thérapeute, à travers toutes ces années, je constate, comparé à la République tchèque ou d'autres pays, à quel point la France peut être vraiment une, une culture qui donne beaucoup d'accès à la pédophilie, dans le fait de ne pas trop être cache dans ce que l'on pense, dans le fait de ne pas oser s'exprimer, voilà, de garder le silence, tout ça, enfin, encourage la pédophilie ici. Ce n'est que mon point de vue, mais c'est aussi mes expériences. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Et donc prenez en compte que, avant d'entamer sur l'hypnothérapie et les thérapies psychédéliques, que plus nous serons dans une mentalité de refouler tout ce que l'on désire, tout ce qui nous fait du mal, plus on en a honte, plus on considère que ce que nous sommes, en bien comme en mal, doit être caché. Plus on va refouler, plus ce refoulement va créer des névroses ou des problèmes qui peuvent être sévères et impacter aussi la société si tout le monde s'y met. Le fait de se refouler dans des choses qui peuvent être naturelles, ça crée vraiment des gros problèmes psychologiques. Donc voilà, je voulais placer ça aussi. Donc évitons, enfin premièrement, brisons ces tabous, que ce soit pour la pédophilie ou la sexualité, ou les déviances, parce qu'en fait tout est lié. De ce que j'ai pu être témoin, c'est que plus on s'assume, moins il y aura de déviance, moins il y aura d'abus, moins il y aura de perversion et de destruction. Plus on sera nous-mêmes, et plus on sera heureux, et plus les autres seront en paix aussi. Voilà, je voulais préciser aussi, parce que pour moi, c'est important de le dire, que voilà, dans les personnes que j'ai pu recevoir, ce sont autant des hommes que des femmes qui ont été victimes de pédophiles. Les pédophiles sont à 99% des hommes, hein. Il peut y avoir d'une autre manière des femmes, mais ça va être
sous une autre forme qui peut être, tout aussi perverse, mais plus subtile aussi. Mmh, voilà, là, on peut parler de l'hypnothérapie, des thérapies psychédéliques. Pourquoi je parle de ces 2 méthodes-là, concernant, ces mémoires enfouies qui, malheureusement, de toutes mes expériences, sont uniquement liées à ces abus. Mmh, Ces abus sexuels, durant l'enfance. C'est que pour moi, à force de pratiquer toutes ces thérapies, je constate que les plantes, que ce soit des plantes psychédéliques ou une méthode de transe hypnotique, ce sont 2 manières d'accéder à notre inconscient et ce qu'il y a à travers notre inconscient. Et le terme inconscient, c'est un peu réducteur, hein. C'est comme si on pouvait comme le terme de placebo, au-delà du placebo, au-delà de l'inconscient, c'est avant tout, une porte vers une conscience infinie qui nous habite. Voilà, encore une fois, c'est que mon expérience et mon point de vue, mais vraiment, franchement, je voilà, je peux pas faire autrement que de vous dire ça. Hem, donc finalement, thérapie psychédélique et hypnothérapie sont vraiment 2 mêmes méthodes, enfin 2 méthodes pour ouvrir la même porte et hem et cet inconscient dont je parle là, cette conscience profonde qui nous habite en fait, c'est avant tout, la mémoire de notre corps, mais à de nombreuses échelles et ça peut être, des mémoires musculaires, des mémoires du système lymphatique, des organes, ça peut être les fascias, ça peut être le système nerveux, ça peut être les cellules, ça peut être les particules, les molécules et bien plus encore. Hem et donc plus on va rentrer dans un état de transe où on va être hyper connecté à sa conscience profonde, plus on va, ouvrir des mémoires et donc plus on va être focalisé, convergé sur, des sensations qui nous habitent, plus on va, enfin quand des sensations de notre corps qui nous habitent, plus on va entendre des messages en fait et que ce soit avec les plantes ou l'hypnothérapie, on arrive, d'une manière ou d'une autre, à différentes profondeurs quand même, à ouvrir, cette boîte de Pandore qui nous habite, où derrière cette boîte de Pandore, c'est simplement, se connecter à nous-mêmes et à tout ce qui nous habite. Donc, quand je parle de ces mémoires, bon, en hypnothérapie, on peut rester dans la psychologie, moderne, voilà, de mémoire enfouie, de mémoire refoulée. Lorsqu'il s'agit de thérapie psychédélique, là, on peut aller, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin et des témoins, des personnes que j'avais pu accompagner ou même moi-même, on peut aller dans les mémoires cellulaires et ça, c'est incroyable. C'est que le la particularité de certaines plantes psychédéliques sont de faire une lecture d'informations de, de certaines parties de notre corps jusqu'à une structure infime, vraiment particulière, hein, au-delà de l'atome. Ça peut paraître exagéré, mais, mmh, mais c'est assez, enfin, voilà, j'en ai trop vu pour dire, pour ne pas dire ça, en fait. Hem, je dirais que peut-être ce qui pourrait se rapprocher un peu des mémoires enfouies, mais qui ne touchent pas à l'abus sexuel, en hypnothérapie, principalement, ça va être des souvenirs fétals, des gens qui vont se rappeler lorsqu'ils vont être, fœtus. Ça ne sera pas des abus, mais ça va être des dangers. Les gens, en hypnothérapie qui se rappellent du moment où ils étaient dans le ventre de leur mère, a souvent été lié avec un danger de mort. Donc, finalement, on touche, à la même fibre, qui, au final, c'est d'être en danger et donc ces gens qui se rappellent de leur état fœtal et du danger qu'ils ont pu vivre prisonniers dans le ventre de leur mère, d'un danger, divers, comme,
comme la dépression de leur mère ou une tentative de suicide ou le souhait de tuer leur propre enfant. Voilà, peut être classé comme des mémoires enfouies, mais c'est vraiment à toute petite échelle par rapport aux abus. Donc, dans ces souvenirs, au-delà donc, de ces souvenirs fétals, on va pouvoir remonter dans des souvenirs qui ne nous appartiennent pas. Donc, certes, on peut se rappeler de notre vie, de notre petite enfance, de nos premiers jours de naissance également, de notre accouchement. Mais ce que j'ai pu voir et être témoin et avoir vécu, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des mémoires épigénétiques, hein, et qui, en fait, vont décrire et qui vont nous permettre une certaine intensité de connexion avec soi-même, de aller jusqu'à voir, entendre et ressentir émotionnellement ou vivre même ce qu'a vécu peut-être nos parents ou un grand-parent ou au-delà encore. Alors Flo, une question, si les personnes ne sont pas prêtes quand les mémoires s'ouvrent à eux, peut-on avoir des conséquences pires que le statut d'avant? Alors, de mes expériences, je n'ai rencontré aucune personne qui s'est rappelée trop tôt de ses souvenirs, de ses mémoires. Je dirais que la nature est vraiment bien faite. Moi, personnellement, je suis un fervent et je n'ai pu que constater ça. C'est que l'inconscient, donc est-ce qu'on pourrait résumer ou vulgariser par l'inconscient, euh, est de mes expériences juste. Et il va faire émerger ses souvenirs au moment où il le faut, comme il le faut. Donc la personne peut être sur le coup choquée, abasourdi ou quelque part pas si surprise que ça. Mais même s'il y a peut-être une prise de conscience subite, cash comme ça, la personne est totalement capable de la gérer. Et ce qui est très intéressant, c'est que principalement en hypnothérapie, lorsque les personnes vont avoir un flashback, revivre une scène, au cours de leur vie, en général, de leur propre vie à elles. Au pire du pire, la personne va s'en rappeler brutalement, va tout d'un coup va partager sa prise de conscience et se confesser aussi. Mais si elle n'est pas si prête que ça, en hypnothérapie, elle va oublier à nouveau. Et ça, c'est très intéressant de voir jusqu'où l'inconscient peut aller. C'est de faire se rappeler et ensuite d'oublier. Et donc, la personne sort de la séance, ne se rappellera pas de ce détail-là. Et derrière, après la séance, petit à petit, l'inconscient va relâcher, va faire émerger, petite info par petite info, parcimonieusement, avec équilibre, sainement, des bribes, de petites bribes de ce souvenir ou des petits souvenirs qui vont émerger pas à pas pour maintenir, préserver l'équilibre émotionnel de la personne. Donc, au pire du pire, ça va être ça. Ou alors, il peut, et ça c'est rare, mais ça arrive, que la personne conscientise qu'elle a été abusée, violée, maltraitée. Et derrière, pour quelque part faire le deuil, va, va dénigrer, va dire non, en fait, j'y réfléchis. C'est pas tout de suite sur le coup au cours de la séance, mais ça peut être plusieurs séances après. Elle va revenir dessus en disant non, mais en fait, non, mais ok, non, mais c'est pas vrai. Je pense que je me suis fait un film, voilà. Et encore une fois, bon, en étant témoin extérieur, bon, c'est un peu gros, donc enfin, c'est très gros à voir parce que la personne est capable de décrire dans tous les détails tout ce qui s'est passé et derrière dire non, mais en fait, j'ai imaginé. Ouais, enfin, par expérience, il y a une émotionnalité hein, quand la personne a des larmes qui coulent ou des souvenirs très précis, des odeurs, des sons. Et bon, qu'elle dise après, non, mais j'ai imaginé, c'est. Enfin, pour moi, c'est pas dans ces cas-là où c'est un faux souvenir.
Donc, donc voilà, les cas de figure où on peut peut-être le plus rejeter l'expérience. Mais encore une fois, c'est fait intelligemment par l'inconscient pour que la personne puisse, premièrement, vivre avec, en harmonie et dépasser un certain cap, se délester du poids de son passé. Donc cela, donc Cécilia, ou je dirais pas peut-être les prénoms, hein, on va préserver, l'anonymat. Donc cela peut se faire sur plusieurs séances. Ça peut se faire sur plusieurs séances. En général, les personnes vont se rappeler après une deuxième ou une troisième séance, en tout cas avec moi, quand il s'agit d'hypnothérapie. Hem, Lorsqu'il s'agit de thérapie psychédélique, non, là ça peut être, direct. Ça peut être la première séance où la personne va tout de suite reconnecter avec tout ce qu'elle a pu vivre. Et avec les thérapies psychédéliques, on va dire que le processus est suffisamment profond pour que la personne intègre vraiment avec conscience et avec harmonie et paix, ou presque, hem, ce qu'elle a pu, enfin les révélations qu'elle a pu vivre. Donc voilà, pour l'hypnothérapie, voilà, plusieurs séances. Je pense que, mmh, déjà le fait d'être avec un hypnothérapeute, d'être en état d'hypnose, bon, il y a quand même une réputation, enfin voilà, il y a encore une crainte avec l'hypnose, donc les gens, je pense, inconsciemment, vont faire une première séance pour sentir s'ils peuvent s'abandonner ou pas, ou peut-être l'inconscient va évaluer s'il peut libérer dans cet espace, dans ce cadre, ces souvenirs-là. Et donc c'est pour ça qu'en général, après la deuxième ou troisième séance, les gens en hypnothérapie vont se rappeler, hem, alors qu'effectivement en thérapie psychédélique, ça peut être directement dès la première séance. Hem, alors question, il faut que la personne ait au départ de la séance avec l'intention de travailler sur ses abus, ou cela vient tout seul naturellement? Alors, de toutes mes expériences, de toutes, aucune personne n'est venue avec cette intention de travailler sur les abus. Hem, Lorsqu'il s'agit de personnes qui veulent travailler sur les abus, étrangement, leur inconscient, à travers, l'hypnothérapie, principalement à travers l'hypnothérapie, en thérapie psychédélique, hem, les gens vont plus travailler sur des nœuds qu'ils ont en eux, qui peuvent peut-être les amener à se rappeler, mais ils vont plus travailler sur, leurs problèmes personnels, pas des souvenirs ou des événements traumatiques. En tout cas, pas les personnes que j'ai pu recevoir et accompagner ou rencontrer. Donc en tout cas, étonnamment, c'est l'inverse, c'est-à-dire que les personnes que j'ai pu, accompagner, celles qui n'étaient pas là pour se rappeler d'abus, c'est ces personnes-là qui se sont rappelées de ces abus. Je pense que, l'inconscient, dans son intelligence, amène les personnes à peut-être avoir des troubles, des insomnies, du bruxisme, ou des crises d'angoisse, ou des phobies, ou de la colère, des troubles avec la colère, des émotions fortes, et vont venir pour travailler là-dessus. Et, ou alors vont venir mais sans savoir pourquoi. Et en fait, c'est à ce moment-là où l'inconscient va lâcher le morceau, il va sentir que la personne est entre de bonnes mains et libérée à ce niveau-là. Mais honnêtement, j'ai l'impression que lorsque les gens sont conscients de l'abus, ils ne vont pas spécialement travailler sur l'abus en soi, ils vont plutôt travailler sur, qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie maintenant, ou du moins, ou alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour s'aider à évoluer dans leur vie, ou comment aider les autres personnes dans leur vie, et notamment les femmes pour le coup. Parce que, notamment en thérapie psychédélique, abus, l'abus, et le viol chez les femmes, sont très mélangés, et il y a un écho, beaucoup plus présent. C'est-à-dire que, alors qu'un homme qui va être abusé sexuellement par un pédophile, ne va pas aller se retrouver dans des situations de viol. Une femme, par contre, oui, à l'adolescence, à l'âge adulte, va se retrouver dans des cas de figure peut-être similaires.
Et donc, c'est là où finalement les femmes vont être en général beaucoup plus actrices et, porte-parole d'une guérison, principalement sur les femmes, mais avec une conscience que les enfants aussi sont en danger. Donc voilà. Donc en fait, je dirais que ce soit en hypnothérapie ou en thérapie psychédélique, juste quoi que l'intention mentale qu'on puisse avoir, le cœur, nos tripes, notre âme, c'est déjà exactement là où il veut aller. Et il n'y a pas vraiment grand-chose à préparer pour ça. Notre inconscient est une intelligence bien plus vaste que nous et nous emmène exactement là où il le veut. Après, on peut se justifier avec des objectifs mentaux, mais c'est pas ça qui primera lors de l'expérience. C'est pas ça qui va émerger lors de l'expérience. Donc, je continue donc voilà, ce qui est très beau avec ces prises de conscience d'abus, et bon, c'est bizarre de dire ce qui peut être beau là-dedans, c'est c'est que surtout avec les thérapies psychédéliques, enfin même qu'avec les thérapies psychédéliques, c'est que les femmes qui vont se rappeler de leurs abus vont vraiment, vraiment être connectées avec non seulement elles en tant que femmes ou petites filles, mais également avec la lignée des femmes de leur famille. Et en plus de ça, avec la qualité de profondeur des thérapies psychédéliques, vont pouvoir avoir une expansion de conscience, une prise de conscience sur la connexion qu'il peut y avoir entre toutes les femmes. En fait, elles vont se sentir même œuvrer à travers les thérapies psychédéliques à un certain stade sur la guérison du féminin et de la femme violée, de l'entité ou de l'égrégore ou de la conscience collective de la femme violée. Et en allant jusqu'à la petite fille. Donc ça, c'est ce qui m'a toujours très touché avec les thérapies psychédéliques, c'est que ça peut activer vraiment une révolution collective en termes, d'évolution, pas en termes de détruire les choses pour remplacer les choses, mais plus de les faire évoluer avec intelligence, douceur et harmonie. Question, est-ce que c'est mieux en séance individuelle ou en groupe? Mmh, hem, de mes expériences, donc en hypnothérapie, je ne fais que des séances d'hypnothérapie individuelles, donc là-dessus, voilà, je peux pas dire autre chose, mais je pense qu'en hypnothérapie, c'est mieux en individuel de toute façon, puisqu'il y a quand même le mental est quand même là et s'il s'agit de pleurer, en proximité d'autres personnes, ça peut être perturbant, parasitant. Par contre, en thérapie psychédélique, la faculté des psychédéliques, d'être en télépathie avec le groupe, notamment quand alors là, on va parler de synchronicité, on y croit ou pas, moi j'en ai trop vu pour, dire que j'y crois pas. Mais très souvent, lorsqu'il va s'agir de thérapie de groupe, avec les psychédéliques, c'est qu'il va y avoir des thèmes. Donc les personnes, des femmes, ou peut-être avec des hommes, vont, comme par hasard, venir à la même session, sans même se rendre compte que c'est le sujet, hein. Et au cours de leur thérapie ou leur cérémonie, ils vont tous être connectés, se rappeler d'une manière ou d'une autre, pour elles-mêmes, pour les autres, pour leur famille, ou être en support. Donc, en thérapie psychédélique, le groupe est quelque chose de très beau, de très fort. Mais en individuel c'est un travail peut-être un peu plus dur, parce que la prise de conscience, on sent qu'on est beaucoup plus seul avec cette vérité-là. Mais en même temps, il y a un travail beaucoup plus mature, dans le sens où on accueille beaucoup plus cette conscience et on accueille beaucoup plus le changement qui va avec, en thérapie psychédélique individuelle. Euh, alors, la question, comment est-ce que j'ai
pu me rendre compte de cette évolution collective? Alors, premièrement, c'est au cours de la séance de thérapie psychédélique collective, c'est que les gens vont se mettre à parler des mêmes choses, en fait. Ils vont non seulement parler de ce qu'ils ressentent pour eux-mêmes, mais qu'ils vont ressentir précisément pour une ou une autre personne ou plusieurs personnes ou pour le groupe et qui s'avère être vrai. C'est-à-dire que l'autre personne, de l'autre côté de la salle, va dire la même chose alors qu'il n'y a pas eu ce sujet-là d'abordé dans une quelconque discussion, une quelconque préparation. Donc il y a déjà ce phénomène incroyable de télépathie, en fait, et quand je dis télépathie, c'est pas exagéré, il a été constaté dans les années 80-90 que, les champignons, par exemple, hallucinogènes, possédaient une molécule qui a été nommée télépatine parce qu'en en fait, elle était associée à ce phénomène de conscience collective qui pourrait se définir comme de la télépathie. Donc, bon, voilà, petite parenthèse. Ensuite, par rapport à cette évolution collective, le lendemain d'une cérémonie ou d'une thérapie de groupe avec les psychédéliques, on voit à quel point le pacte du groupe, de ces femmes principalement, est acteur. Acteur hem et fonde un ancrage du mouvement féminin collectif sur la réparation. Et vraiment, on sent la flamme dans le cœur et dans les yeux de ces femmes, et quelques hommes qui viennent aussi. Et on sent un énorme mouvement juste par rapport à ça. Ensuite, dans les faits, après ces retraites, on voit que les femmes s'engagent beaucoup plus, enfin moi je le constate, hein, les femmes s'engagent beaucoup plus dans des démarches, de réparation de société, que ce soit d'organiser ou de se joindre à des associations ou d'oser parler de ça, d'en parler à leurs amis ou de s'exprimer devant leur famille. Voilà, tout ça contribue à une évolution collective énorme, qui fait un effet domino, hein, mais il y a que il y a enfin, c'est que comme ça qu'on bouge un maximum de choses. C'est dans cet événement, dans ce phénomène de domino. Donc voilà, j'espère que ma réponse conviendra. Hem, donc je regarde, donc heu voilà. Alors je vais parler, d'une chose qui est importante aussi à prendre en compte. On parle beaucoup et je sais qu'il y a beaucoup de détracteurs au niveau de la psychologie ou voilà, de la pensée mainstream, on va dire, ils vont parler de vrais et de faux souvenirs. Voilà et très, très vite, on vont parler de faux souvenirs et malheureusement, ça va être un instrument abusif, pour toute personne que ça arrange, en fait. Voilà, donc il y a vraiment cette notion de vrai ou de faux souvenir. Enfin, il y a une précaution qui est justifiée, et dont l'hypnose et l'hypnothérapie en a payé les frais. C'est que alors je crois que c'était dans les années 50 ou 60, lorsque l'hypnose est devenue a commencé à être une thérapie. Je crois que c'était dans cette période-là, mais peut-être avant, enfin, désolé si je ne me rappelle pas de la date. Mais en fait, il y a eu, aux US, 2 infirmières qui accompagnaient des femmes en hypnothérapie et en fait, et dans ce cadre, passaient leur temps à convaincre les femmes qu'elles recevaient qu'elles avaient été victimes d'abus sexuels, de viols, par le biais de l'hypnose, en fait. Et et donc le danger du faux souvenir, c'est pas le souvenir qui va émerger de nous naturellement comme ça. C'est l'accompagnant ou l'accompagnant ou la personne qui est, avec nous. Donc ça peut être un thérapeute, comme un ami, comme un membre de la famille ou comme des médias, qui peuvent faire croire à l'abus.
par endoctrination. Ça, c'est vrai que c'est un danger. Là, j'ai reçu une personne, un homme, qui était ravagé en hypnothérapie, qui a été ravagé parce que il a fait partie d'un groupe de personnes voilà, qui avaient des convictions très féministes, très politiques, et qui avaient décrété dans ce groupe social que tout acte sexuel, bien que si la femme n'a pas exigé verbalement qu'elle désirait un rapport sexuel, si elle ne l'a pas dit verbalement, textuellement, c'était un viol en fait. Et ils se sont convaincus en fait que et donc ces femmes se sont convaincues que parce qu'elles n'ont pas dit qu'elles voulaient un rapport sexuel avec pénétration, hein, dit comme ça, hein, clairement, ben, bien que le corps ait exprimé du désir, bien qu'elles aient fait des gestes pour avoir un rapport sexuel, eh bien, c'est un viol. Donc là, je sors un peu du cadre, mais voilà, le problème du vrai et du faux souvenir, de mes expériences, c'est que le faux souvenir, il va être axé sur plus une déformation par des convictions. Euh, et par contre, quand je parle de vrais souvenirs, je mets un point très très important là-dessus. C'est que quand il s'agit de vrais souvenirs, les personnes, lorsqu'elles me disent mais est-ce que c'est vrai ce qui m'est arrivé? Alors, je me rappelle de telle scène, telle scène, telle scène, mais, je n'ai pas la suite. Je n'ai pas la suite. Euh, alors, euh, et en fait, dans ces moments-là, en fait, pour moi, il y a une chose importante à dire. C'est que ce qui compte en termes de trauma, c'est pas le passage à l'acte, c'est le trauma, en fait. Donc, j'ai eu des personnes plus traumatisées d'avoir été sur les jambes de tonton qui vraiment a une pulsion de viol de cette petite fille, de ce petit garçon. J'ai eu des enfants plus traumatisés par le vice et la prédation dans ces moments-là qu'un passage à l'acte même, hein. Donc, c'est pour vous dire que il ne faut pas chercher une preuve absolue. Il faut comprendre que s'il y a blessure, il y a trauma. S'il y a trauma, il y a eu un trauma, il y a eu un acte traumatique. Et là, on peut parler d'énergie, on peut parler d'intention, on peut parler de prédation. Euh, et c'est important de bien dissocier l'interprétation du ressenti et de bien focaliser avant tout sur son ressenti, plus que sur absolument trouver une interprétation ou des preuves pour valider un ressenti. Ce qui peut amener certaines personnes à vouloir se prouver qu'elles ont été victimes en, en créant, effectivement, en créant des justifications pour se faire entendre, pour qu'on les écoute et pour qu'elles puissent s'écouter elles-mêmes. Donc ça, c'est le problème, je dirais, c'est de ne surtout pas interpréter, mais de simplement ressentir le trauma et de le considérer tel qu'il est. Alors, je vois qu'il y a des questions alors je vais cliquer dessus. Waouh. Alors, je peux apporter un témoignage. Donc voilà, témoignage. J'ai eu un retour de scène d'abus à l'âge de 22 ans en revoyant après des années en revoyant après des années le petit-fils de ma nourrice. Cela a été un choc, mais cela a aussi mis de la compréhension dans mes difficultés sexuelles avec mes amoureux à l'époque. Ce qui était déstabilisant, c'était le mélange de souvenirs flous et de souvenirs précis. Ce qui me semble intéressant, si des souvenirs ressortent en séance d'hypnose ou avec psychédélique, c'est qu'il y a le thérapeute, l'accompagnant, pour accompagner et soutenir l'accueil de ces souvenirs. Oui, ouais, enfin, que ce soit pour ces abus, ces souvenirs enfouis ou d'autres choses, enfin, c'est tellement important d'avoir quelqu'un qui a cette expérience, qui peut premièrement servir d'un cadre sécure et également apporter son expertise
pas en imposant son point de vue, mais juste en donnant un recul à la personne pour qu'elle puisse avoir les outils qu'il lui faut pour gérer la situation et puis aborder d'une manière peut-être plus large la situation ou d'une autre manière également. On est bien d'accord. Je te remercie de ton partage. Euh, alors, question. N'a-t-on pas tous ces mémoires cellulaires de bourreaux et de victimes à petite ou grande échelle si on parle de réincarnation? Et alors, oui, bah, personnellement, ouais, enfin, pour être vraiment un gros, gros, gros explorateur des psychédéliques, enfin, j'ai une très belle faculté pour pouvoir plonger à travers les psychédéliques dans beaucoup de choses. Et bien sûr, en fait, il faut savoir que toute particule qui nous habite, toute cellule qui nous habite, toute molécule qui nous habite, ont vécu la vie et la mort, euh, le meurtre en tant que victime et en tant que bourreau, vraiment au niveau cellulaire, au niveau particulaire, moléculaire, oui, on a tous vécu ça. On l'a tous vécu. Et pas plus tard que lors de mon dernier voyage, j'ai pu le vivre à nouveau et de voir à quel point ben, je pouvais être victime, mais à quel point tout, à travers ces consciences cellulaires, on est toujours victime. Même chacune de nos cellules sont victimes des autres cellules de notre corps. Lorsque l'on vit, on tue des millions de cellules dans notre corps juste en faisant du sport, on déchire nos muscles pour les faire évoluer et on tue des cellules comme ça. Et l'air de rien, enfin, ça peut paraître dérisoire, mais ces mémoires de mort, elles nous habitent toujours et on est toujours alors, dans ce yin-yang ou dans ce cycle de naissance et de mort, si finalement on peut considérer qu'il y a une naissance et une mort, parce qu'au bout d'un moment qu'on plonge vraiment là-dedans, enfin, c'est pas de la mort, c'est juste de l'évolution. Mais il faut avoir la faculté pour comprendre ça et le ressentir. Et, et c'est déjà beaucoup, c'est déjà beaucoup. Alors, ce qui est dramatique, c'est que la justice… Alors, ça, donc, OK. Ce qui est dramatique, c'est que la justice ne veut que des preuves et pas des ressentis. Mes deux filles ont subi des attouchements. Aujourd'hui, elles sont des jeunes femmes et jeunes mamans. Les souvenirs et les sentiments d'injustice et de peur sont de plus en plus forts. Comment faire pour les aider, sachant elles ne feront certainement pas la retraite? Alors, il y a deux points qu'on va aborder là. Euh, euh, je dirais que pour commencer, c'est assumer. En fait, la guérison, euh, la guérison se fait par l'acceptation et le fait d'en parler. Euh, il y a une réalité, voilà, enfin une réalité dont je suis témoin. Après, peut-être que voilà, c'est que mon point de vue encore une fois, hein. Mais toute victime d'abus, de pédophiles, pour la personne qui m'entend, hein, désolé, en fait, vous serez toujours tout seul avec ce fardeau-là. Ça, c'est une réalité qui est dure, mais qui est importante à accueillir. C'est que même si on croise d'autres personnes qui ont vécu ce genre d'événements, ces agressions, ces viols, euh, cette douleur, elle n'existe qu'au plus profond de nous-mêmes et il n'y aura personne d'autre pour pouvoir subir cette douleur à part vous, en fait. Donc là-dessus, il faut accepter de souffrir, il faut accepter la réalité, il faut accepter ce que vous avez vécu et l'assumer, en parler. Et à partir de là, il faut en fait guérir, guérir. Et pour guérir, en fait, il faut vivre. Vivre tout ce qui nous apporte du bien-être, en fait. C'est une clé fondamentale, je le dirais à travers toutes mes thérapies, tous mes webinaires, probablement, c'est que la médecine numéro une, c'est le bien-être, c'est le plaisir. Le plaisir, c'est un radar, c'est une boussole qui nous amène à savoir exactement ce dont on a besoin pour aller mieux, pour se soulager de ces douleurs. Donc, donc malheureusement, quand on est abusé, quand on est violé, surtout quand on est enfant, en fait, on va générer
les gens vont générer un blackout, en fait, vont oublier pour préserver un équilibre émotionnel au sein de leur famille. Voilà, quand il s'agit voilà, qu'on s'est fait violer par son propre frère qu'on a en face de soi tous les matins au petit déjeuner, ou par son père, ou même par sa mère, ou par ses parents, l'enfant est obligé de faire un blackout pour survivre émotionnellement, mentalement, humainement. Donc, en faisant ça, il va se déconnecter. Il va se déconnecter de lui-même pour ne pas ressentir cette part qui souffre en soi. Ce qui va faire que ces personnes-là, en grandissant, seront difficilement capables de sentir ce dont elles ont besoin pour guérir dans ces parties de leur corps qui ont été traumatisées. Donc, il est important de prendre le temps d'explorer ou de réexplorer ces parties-là, de développer une manière d'écouter. Et ça peut être autant des thérapies que du chant, de la respiration, de la danse, du massage, faire l'amour ou d'autres choses. Euh, euh, Par exemple, j'ai pu accompagner des femmes, principalement des femmes, qui étaient choquées en fait, de leurs attitudes à l'âge adulte, de vouloir reproduire en fait, ce qu'elles avaient vécu lorsqu'elles avaient été enfants ou adolescentes, lorsqu'elles ont commencé à s'en rappeler. Et, et en fait, par expérience, pour avoir accompagné dans ces guérisons-là, en fait, même dans le fait de reproduire sexuellement à l'âge adulte, mais dans un cadre consenti, en étant consentant, avec des personnes choisies ou une personne choisie, le fait de reproduire ce scénario-là, ou ces scénarios-là, permet la guérison, de réécrire l'histoire de manière réparée, de manière réconciliée. Donc, c'est un peu particulier hein, parce que ça amène à des situations qui peuvent être très particulières sexuellement, hein, mais j'ai été témoin de guérison par ce biais-là. Donc, ce n'est pas pour dire que c'est la solution absolument, hein, mais bon, c'est pour en parler quand même, parce qu'il y a beaucoup de personnes, l'air de rien, qui vont être appelées à vivre ce genre d'événement et qui ne vont pas se comprendre, et peut-être culpabiliser derrière et peut-être même recréer un trauma derrière, alors qu'en fait, il y avait une tentative de réparation avec une personne choisie. Et donc voilà, c'est pour ça que chez les femmes, il peut y avoir vraiment un effet boule de neige suite à des viols pédophiles, c'est de se retrouver dans les bras de violeurs après, ou peut-être chercher, si elles assument, d'aller chercher des partenaires ou des personnes qui peuvent les accompagner dans cette réparation-là. Donc, voilà, c'est que mes expériences, hein, je ne vais pas dire que c'est absolument ça, mais j'en ai été énormément, énormément, énormément témoin, et vraiment beaucoup plus que d'autres méthodes, en fait. C'est ça qui est très marquant, mais personne n'en parle, encore une fois. Hein. Dès qu'il s'agit du corps, de la sexualité, c'est vraiment très tabou. Je voulais juste revenir sur les infirmières qui ont fait croire à ces personnes, ces femmes hypnotisées, qu'elles s'étaient faites violer alors que ce n'était pas le cas. Ça décrédibilisé l'hypnose et ça a créé cette superstition de faux souvenirs. Voilà, je voulais revenir là-dessus quand même. Et ce qui a fait que l'hypnothérapie a été mise aux oubliettes, a été très boudée, très condamnée après coup à cause de cet événement-là. Euh, 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 donc, il faut savoir, hein, une chose à savoir par rapport aux souvenirs oubliés, aux mémoires enfouies, c'est que, il y a beaucoup de gens qui considèrent que ce n'est pas possible. Il est impossible d'avoir un souvenir qui émerge d'un coup et on se rappelle de toute une partie de sa vie qu'on avait oubliée. Il y a plein de gens qui considèrent que c'est faux et que c'est impossible. Et malheureusement, j'ai pu rencontrer des hypnothérapeutes formés dans des écoles d'hypnothérapie pendant des années et même des formateurs en hypnothérapie qui ne croient pas en cette possibilité-là. Moi, j'en ai trop vu pour pouvoir dire autre chose que ça et pour avoir vu la suite et le déroulé de ces moments de prise de conscience. Voilà, enfin, ça arrive. Et ça me permettrait de répondre à
à cette deuxième anecdote de toi, Marie-Laure, par rapport à la justice. Et je vais être un peu dur là-dessus, par rapport à ce système dans lequel on est. C'est que la pédophilie est extrêmement présente. Extrêmement présente. Et comment ça se fait que probablement l'agression que la population subit le plus et qui est la plus grave actuellement, humainement parlant, eh bien, ce soit la chose la moins pointée du doigt actuellement. Comment ça se fait? Et pour avoir côtoyé certains univers d'élite, pas en avoir fait partie, mais avoir vu ou entendu des histoires, il faut savoir qu'on est dans une culture, une double culture, la culture officielle et la culture officieuse. Et religieusement, spirituellement, voilà, enfin, dans ces sociétés secrètes, je ne dirais pas toutes, hein, mais vraiment dans des groupuscules, heu heu, malheureusement, c'est des gens de pouvoir, en fait. Et quand je dis pouvoir, c'est qu'en fait, ces juges, ces politiciens, ces patrons, ces gens qui sont à la tête, en tant que leader, c'est pas obligatoirement que pour aider, c'est pour dominer. Et c'est des personnes qui sont très refoulées à ce niveau-là et qui éprouvent un énorme plaisir à dominer même à ce niveau, les enfants, en fait. Hem Donc personnellement, ça m'étonne pas qu'au niveau de la justice, ouais, ouais, il y a rien, pas grand-chose qui soit fait, en fait. Enfin voilà quoi, enfin je vais pas m'énerver là-dessus, mais voilà, j'ai eu beaucoup de retours, on est d'accord, d'enfants violés qui doivent être remis à nouveau dans les bras de leurs parents, ou de leur famille qui va les revioler encore, et la justice est là en disant: «Bah non, on peut pas faire autrement», ou bah, on n'a pas assez de preuves, ou on se rappellera l'année prochaine pour faire le point sur le dossier. Enfin voilà, non, je ne vais pas développer là-dessus parce que qu'est-ce qu'on peut dire de plus que ça, quoi? Y a-t-il un point de résilience? Question. Hem, Personnellement, il n'y a pas de résilience. Il y a juste, accepter ce que la vie a fait de nous et réussir à faire fleurir, en fait. Qu'importe le fumier dans lequel on a poussé, et il faut savoir fleurir. C'est, je dirais, la seule chose, qu'il y a à prendre en compte. De chercher hem, la paix dans savoir aller au-delà de la douleur peut-être, ou de voir au-delà de la douleur, comprendre que ce n'est pas qu'une douleur, c'est peut-être autre chose, ça peut être transformé, mais ce trauma, c'est une énergie qui est gravée en nous, et il faut juste savoir la faire évoluer. Mais malheureusement, c'est une force qui est en nous, et cette mémoire est très forte. J'ai pas vu de gens qui sont dans cette paix, mais peut-être, au contraire, c'est un moteur. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'artistes ou même de politiciens, ou enfin bref, des gens de pouvoir, ou des gens qui vraiment sont très créatifs même, qui sont victimes en fait de pédophilie. Et dans le milieu hollywoodien ou dans le milieu du show business, énormément de gens qui sont là, qui ont été victimes et qui finalement, convertissent, ce trauma en art. Et c'est quelque chose qui, voilà, ça peut être fait comme ça, par l'écriture, par la musique, par le fait d'aider les autres, mais ouais, enfin, on va dire que c'est une force, c'est une énergie à convertir, mais qui se convertira en une autre énergie, mais toujours avec cette empreinte, cette mémoire qui nous habite. Alors, je vois qu'il y a des questions. Est-ce que le harcèlement sans sexe est traduisible comme un but? Hem, hem, le trauma, en fait. Qu'est-ce que dit ton corps quand tu me poses cette question? Qu'est-ce que dit ton cœur? Qu'est-ce que dit ton corps? Hem, Moi, j'ai eu des personnes, victimes de pédophiles, hein, qui ont vécu, donc
Donc, des personnes qui ont eu vraiment des gros passages à l'acte, multiples, pendant des années et qui ont vécu ça comme une expérience mystique. J'ai eu des personnes qui ont vécu ça comme une expérience mystique. Elles ont transcendé le truc en expérience mystique. Alors, quelque part, c'était pas considéré comme un trauma et même si une partie de leur corps était verrouillée à tout jamais, voilà, hein, enfin, le corps peut avoir sa conscience, à lui. Mais ça n'a pas été vécu comme un trauma dans cette sphère-là, en fait, et hem et j'ai même eu des personnes qui, ont été traumatisées d'avoir bien vécu un abus sexuel et ça, ouais, je suis désolé de le dire, mais il faut en parler parce que ces personnes qui n'ont pas vécu de trauma, lors d'abus, vont culpabiliser de ne pas avoir de trauma et vont être encore plus traumatisés et être encore plus coupables, si on n'accueille pas, ce qu'elles ont pu vivre aussi. Je ne suis enfin voilà, c'est pas pour cautionner du tout, mais il faut réaliser que, c'est un vaste univers avec de multiples cas et il faut donner de l'écoute à tout le monde et il n'y a pas du tout blanc et du tout noir, dans les traumas ou dans les souvenirs qui peuvent émerger suite à ce genre d'événement. Voilà, enfin, c'est très houleux comme sujet, mais voilà, enfin, c'est important de ne pas condamner quelqu'un qui n'arrive pas toujours à comprendre le trauma d'une autre personne qui peut-être a vécu la même chose, en fait. C'est possible et voilà, de ne pas trop condamner, ne pas condamner, de réaliser que, toutes ces expériences peuvent être vécues de différentes manières et dans le sens inverse. C'est-à-dire, il y a des gens, des enfants qui ont vécu un trauma, on parle de harcèlement sans sexe, hem, bien sûr, en fait, le sexe, c'est un outil, c'est pas la finalité en soi. Hem, Moi, je parle de trauma, en fait. Je parle de trauma, que ce sexe ou pas sexe. Le vrai trauma de mes expériences, c'est la prédation. C'est qu'en fait, l'adulte, nous, en tant qu'enfants ou en tant que même adulte ou adolescent, sentir la prédation de l'autre génère le trauma. Prédateur, c'est ces êtres qui qui ont switché dans leur mental, soit définitivement, soit passent enfin, basculent à un moment ou à un autre et vont voir l'autre humain en face comme une proie à dévorer, en fait, où il n'y a plus de valeur, humaine et donc que ce soit du harcèlement ou un regard ou une énergie, n'oubliez pas que le trauma, il peut être là parce que enfin, comme dans le monde animal, en fait. Le monde animal, un animal, il peut être terrorisé juste par une odeur, juste par des phéromones qui se baladent dans l'air et s'enfuir ou par, d'autres petites choses encore, subtiles. Nous sommes de la même famille que ces animaux et nous avons le même trauma, en fait, ou la même faculté d'être traumatisés juste par, par un lieu. Moi, j'ai des gens qui ont été traumatisés par des lieux où il y a eu, sans qu'ils en sachent quoi que ce soit, mais juste dans l'énergie, avec compréhension ensuite, ou révélation ensuite, de lieux où il y a eu des abus et très graves ou très, jusqu'à la mort même inconsciemment, on peut ressentir et être traumatisé par ça. Donc ça pourrait faire le sujet un autre webinaire, le nombre d'enfants qui sont traumatisés par la mémoire des lieux et négative, hein, avec, du viol, de la mort, de la souffrance, de la torture. C'est énorme, c'est énorme. Il y a des enfants qui développent des traumas et qui flinguent leur vie juste parce ils ont vécu là-dedans, dans ce jus-là pendant, toute leur petite enfance. Hem, donc j'en profite pour parler, bon attends, je vais peut-être pas répondre à ces questions. Alors, il y a le livre de Stéphane Alix qui parle très bien de cette expérience «Nos âmes oubliées». Merci de ton partage, Cécilia. Nathalie, pour toi Yann, accepter, transformer, ce n'est pas un point de résilience? Heu, non, pas vraiment en fait. Hem, Accepter le tsunami qui t'arrive dessus,
ce n'est pas le surfer. Il y a il faut surfer la vague, en fait. C'est, hem, voilà, enfin, être en paix avec la mort, ça ne veut pas dire pour moi accepter la mort, par exemple. Hem, enfin voilà, c'est peut-être subtil, mais c'est vrai que pour moi, en tout cas par rapport à la vague, par exemple, hein, accepter cette tsunami qui peut nous arriver dessus, ce n'est pas surfer la vague, ce n'est pas, transformer ce qui s'est passé en nous et voilà, je parle que de mes expériences, mais je n'ai pas vu de gens en paix, en fait, avec ça. Enfin, moi, j'associe résilience avec paix, hein. Je n'ai jamais vu de paix avec enfin, à l'aboutissement de ça. J'ai vu quelque part une forme de réconciliation, de collaboration avec cette énergie pour transformer l'expérience. Mais enfin voilà, enfin peut-être que peut-être que je me trompe de terme, mais voilà, hein. Aussi, hein, c'est possible. Mais voilà, je sais pas, enfin, c'est que mon point de vue encore une fois, avec ces expériences que j'ai pu vivre, mais voilà, voilà, ce que je considère, ce que j'ai pu voir. Donc là-dessus, en fait, pour revenir sur l'énergie de prédation qui traumatise et qui crée, en fait, qui peut créer une bipolarité chez l'enfant, en fait. Lorsque la pression, et ça peut être physique, émotionnelle et énergétique, hem, il peut y avoir un état, second qui va être enclenché parce que la part animale de l'enfant ou la part reptilienne de l'enfant qui est, l'instinct de survie, voilà, voilà, s'enfuir ou se défendre, jusqu'à la mort, pour survivre, va prendre le lead et va compartimenter ces événements-là avec la personne, l'humain en fait, hein. C'est pour ça que notre mémoire va se compartimenter, c'est qu'on va vivre un tel choc émotionnel, dans la peur, donc c'est pas un passage à l'acte, hein, c'est juste dans la peur ou dans le pressentiment qu'il peut y avoir un vrai danger, hein. Il y a plein de gens, mais qui disent rien, qui font aucun geste, mais qui iraient jusqu'à, peut-être déchiqueter, bouffer les gens, ou les enfants même, hein, enfin imaginez là, moi je parle tout à l'heure, moi je parlais du chiffre à peu près des victimes de pédophilie. C'est sans parler des ceux qui ne sont jamais passés à l'acte ou dont on n'a jamais parlé, hein, le nombre de personnes qui enfin, là je parle de personnes qui se sont exprimées à ce sujet-là, hein. Donc imaginez, tout l'autre versant dans l'invisible et je vais parler d'une chose, même de 2, sans parler du reste, c'est que, ouais, je parlais de, bah, par exemple, voilà, de ce monde du show business où beaucoup de gens, beaucoup d'enfants sont victimes de pédophilie et expriment à travers leur art ou se réfugient dans leur art comme une thérapie, de survie, hein et hem et je parlais de ces élites, voilà, j'ai pu enfin voilà, je ne suis pas conspirationniste, j'ai été témoin de victimes, de cercles pédosatanistes, durant toute leur petite enfance, et ça existe, voilà, donc pour ces personnes qui douteraient ou qui diraient: «Non, c'est pas vrai, c'est une conspiration», c'est bien joli de le dire, hem vous qui ne l'avez peut-être pas vécu, mais imaginez une personne qui l'a vécu, comment elle doit vivre avec ça. Peut-être que c'est un cas sur 1000 ou un cas sur 10 000, mais il faut bien réaliser que ça existe ouais, je ne vais pas développer là-dessus, mais prenez en compte que, peut-être que votre point de vue, c'est le vôtre, mais ce n'est pas celui d'autres personnes qui ont vécu d'autres choses, quoi. Donc respectez il est important de respecter le point de vue de chacun et le vécu de chacun et de ne pas condamner, ou ne pas rejeter ou ne pas interdire, l'existence du vécu des autres, et de les punir pour ça. Surtout ces personnes-là, quand même. Bon voilà, donc donc hem donc je parle de ça aussi dans le sens où, c'est très particulier, c'est que, hem, dans ces élites-là, ils utilisent l'hypnose, ils utilisent les psychédéliques aussi, en fait, pour, pour aller dans ce sens-là, malheureusement. Donc
Donc, c'est pour dire à quel point l'hypnothérapie et la thérapie psychédélique peuvent être un super outil. Et malheureusement, avant que ça puisse être considéré comme un outil thérapeutique, ça a été utilisé par pas mal de groupes et d'autorités dans un but d'abus. Voilà, j'avais besoin de partager ça aussi. Hem et de déclencher effectivement des mémoires compartimentées chez les enfants, des états seconds qui permettent de les abuser, de les utiliser et ensuite, voilà, avec des éléments clés précis bah, de réactiver ces mémoires ou de les faire oublier pour même jusqu'à aller les reprogrammer, hein. Voilà, ça sera un autre sujet, de webinaire. Hem Voilà, voilà, j'en ai pas mal dit, hein, je pense, hein. Je regarde juste, si je peux vous partager encore d'autres choses. Hem, voilà, hem, voilà, voilà, je pense que j'ai pas mal dit de choses. Hem, mmh, voilà, prenez en compte, que le venin par rapport à tout ça, c'est le silence. Le fait de ne pas parler, hein, je parlais tout à l'heure de comment on évolue et comment on guérit tout ça, c'est d'exprimer, de partager, de nommer. Heu et le poison, c'est le silence et le nombre de personnes que j'ai pu recevoir, hem, qui sont victimes de ce silence familial, hem et qui même sont on leur demande de se taire, quoi. Pour celles et ceux qui essaient de s'exprimer, on leur demande de se taire au sein de la famille. Moi, j'ai eu des personnes, qui ont osé dire, même des imaginez une fille de 13 ans qui ose briser le silence de sa famille, hem, de dire que son cousin de quelques années de plus l'a violée il y a 2 ans de ça et et cette famille, pour son anniversaire, l'invite, quoi. C'est le la loi du silence et du déni, elle est énorme. Plus on parlera, plus on cassera ces systèmes-là. Pourquoi ces gens se comportent comme ça, d'une manière ou d'une autre? C'est que, comme je le disais tout à l'heure, la grande majorité des pédophiles, sauf dans d'autres cadres, de groupes et de cérémonies ou autres, ou de réseaux, c'est des proches. Et ces proches, reproduisent en fait une chaîne de, victimes prédateurs, proies prédateurs pédophiles. Très souvent, les pédophiles sont victimes de pédophilie aussi. Et c'est des gens, par le viol, et c'est pour ça que c'est utilisé aussi en cérémonie, pédosataniste, c'est qu'en fait, il y a un virus qui est transmis par le viol et l'abus sexuel chez un enfant, principalement. C'est que, il y a un enseignement de se déshumaniser ou de compartimenter sa bestialité ou sa fureur ou sa vengeance avec qui ces personnes peuvent être au quotidien. Donc en fait, c'est une chaîne, la grande majorité de tout ça, c'est une chaîne, de personnes qui se connaissent au sein d'une même famille, de génération en génération, en général, ou de proches en tout cas. Et on va être et ces gens-là vont être attirés en plus par, enfin, les victimes comme les prédateurs vont s'attirer les uns et les autres, dans un petit cercle ou un grand cercle social. Parce qu'il y a une prédateur et proie, résonnent en fait, c'est terrible. Donc voilà, brisons le silence, exprimer et surtout, voilà, partager avec des personnes qui peuvent comprendre. Voilà. Alors je vois harcèlement est un stress continu non physique. Heu, alors moi, mon point de vue, c'est que, heu, bah, c'est un stress. Pour moi, je te dirais non, c'est une violence. C'est une violence. Qu'est-ce que c'est que le stress? C'est ton corps qui est en train de souffrir, de se sentir en danger continu. C'est une souffrance, c'est une souffrance. Ces gens, qui
quelqu'un qui a un stress continu, il va jusqu'à un cancer, il va mourir, il va se suicider. C'est une souffrance qui amène à la mort, ça peut aller jusqu'à la mort. Et non physique, encore une fois, pour moi, et j'en étais beaucoup témoin, c'est qu'une personne, une personne qui souffre dans son cœur, c'est souffrir dans son corps aussi, et dans le cœur de ses cellules. Il n'y a pas de compartimentation entre corps et esprit. Tout ne fait qu'un à mes yeux, et j'en étais beaucoup témoin. Une personne qui est stressée psychologiquement, son corps va en pâtir, il va s'autodétruire jusqu'à là, quoi, hein. Donc, pour moi, voilà, c'est bien important d'utiliser des termes à envergure de ce que ça peut être. C'est pas du stress pour moi, c'est de la torture et de la violence psychologique, le stress, lorsqu'il s'agit de harcèlement. Donc, utilisons ces termes, c'est de la violence psychologique, c'est de la torture psychologique ou de la torture émotionnelle qui amène jusqu'à l'autodestruction partielle ou complète du corps, d'une manière ou d'une autre. OK. Hem Donc je pense que je vous ai un peu tout dit. Hem, voilà quoi. Ouais, je pense que j'ai fait un peu le point de tout ce que je pouvais vous dire là-dessus. Hem, et puis bon, mon dernier point, hein, sur les termes, voilà, je dis abus pour être politiquement correct, mais il s'agit de viol, d'une manière ou d'une autre. C'est un viol, c'est de la violence. Heu Abus d'alcool, abus de cigarettes, abus de chocolat. Ce terme est un peu trop fade pour ce que c'est. Donc, voilà, utilisons les vrais mots. Et là, il s'agit de viol avec pénétration ou sans pénétration, une violence émotionnelle, psychologique, ou énergétique. Voilà. Prenez en compte que les mots sont importants, il faut savoir les nommer, il faut savoir les utiliser dans leur grande envergure. Voilà les amis, je pense que c'est même sûr, je pense que je vous ai bien fait un bon webinaire de plus qu'1 heure là, donc ou pas loin en fait, hein. Donc est-ce que vous avez des questions? Et je vous répondrai avec plaisir. Hem, tant mieux si c'était passionnant, voilà, c'est sûr que voilà, ouais, c'est passionnant, c'est fascinant parce que, voilà, malgré ces drames, il y a toutes ces clés, en fait, il y a toutes ces clés de ces mémoires, des psychédéliques, de la conscience, l'inconscience, ouais, de tout ce monde dans lequel nous vivons, hein, c'est clair, c'est fascinant, quoi. Voilà. Hem, question une fois, question 2 fois, question 3 fois et on clôture alors ce petit webinaire, ce long webinaire. Hem, avec grand plaisir, oui, c'est un vaste sujet, et j'ai essayé de faire concis, mais c'est un vaste sujet qui voilà, qui peut aller, très, 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 très loin. Hem, merci à vous d'avoir été là. Prenez en compte que votre présence là en live, c'est ce qui fait que je partage comme ça. Merci Flo. Voilà, prenez en compte que c'est grâce à vous que je fais ce partage-là. Je ne suis pas quelqu'un qui arrive à parler tout seul face à une caméra, ou en tout cas pas pour l'instant. Donc moi, c'est important de partager. Donc grâce à vous, je peux le partager. Et grâce à vous, prenez en compte qu'il y a des gens qui vont regarder ce replay et qui ne savaient pas ou qui n'osaient pas le penser et qui n'osaient pas accepter tout ça et voilà, qui ne trouvaient pas de solution non plus, qui se retrouvaient dans un cul-de-sac. Réaliser que, voilà, c'est ces moments de partage là qu'on partage tous ensemble, même si c'est moi qui parle, voilà, qui suis là en termes de figure, ça peut sauver des vies. Donc voilà, soyez fiers de vous. Merci de votre contribution, de votre présence et et aimons-nous de tout notre cœur. Voilà. Je vous embrasse tous et à bientôt. Salut, salut.